Bonjour et bienvenue sur Social Media Pro. Je suis Olivier Monteux et pour cette nouvelle interview, j'ai le plaisir d'accueillir Christopher Montémont, le cofondateur de Smart Tribune. Bonjour Christopher, alors je suis ravi de t'accueillir pour cette interview. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bonjour Olivier. Bien sûr, je vais commencer par te parler un peu de mon parcours, comment j'ai créé Smart Tribune avec mes deux associés, comment on en est arrivé à créer au final cette solution pour répondre à un besoin bien précis, et ensuite comment on va actuellement, puisque ça fait déjà un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Donc pour repartir de la base, moi et mes deux associés, enfin mes deux associés et moi surtout, on vient de la même école qui est l'éthique, HETIC, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, mais grosso modo, on est principalement ingénieur dans la communication et le digital. Euh, et on a eu plusieurs expériences dans des boîtes, dans des agences de communication, des web agencies, où on a fait principalement nos premiers pas, nos premières expériences. Euh, à la suite de ces expériences, euh, on travaillait justement avec différents clients dans ces agences. On a même créé notre première boîte, notre première entreprise, qui était une agence, celle aussi, qui s'appelait Quadriptyque, qu'on a créée il y a un peu plus de 3 ans. Et justement, on travaillait avec nos premiers clients euh, sur des prestations type site web, communication Facebook, vraiment pour avoir plus de visibilité sur Internet et faire des actions de com. On s'est rendu compte, au final, on a eu un constat assez flagrant, soit dans notre propre boîte qui était Quadriptyque, soit au sein de nos différentes postes au sein des web agencies. Et le client venait toujours nous voir en disant oui, j'ai besoin de faire évoluer mon service, enfin, mes fonctionnalités sur le site. J'ai vu ça sur le site du concurrent, j'ai vu ça sur Cdiscount, je veux la même chose. Et c'est un petit peu, c'est au final un comportement typique dans le secteur, mais c'est quelque chose qui nous dérangeait profondément, puisque on est convaincu que pour faire évoluer son service, ses fonctionnalités, son produit, au final, euh, il faut s'inspirer du besoin réel des internautes, le quantifier, savoir exactement ce qu'ils pensent, et ensuite, c'est beaucoup plus facile de faire évoluer son service, puisqu'on est sûr de ne pas se tromper en plus. Du coup, on a regardé quel type de solution était capable de gérer le feedback utilisateur, de pouvoir le quantifier et de pouvoir apporter un ROI derrière. Et au final, il y a énormément de solutions qui gèrent une partie de la prestation. Soit je capte du feedback, soit je peux y répondre, soit je peux le traiter, mais on n'a aucune solution qui gère l'ensemble de la chaîne en fait. Et nous, notre but, c'était de pouvoir permettre à ces sociétés d'avoir vraiment du feedback, de la connaissance client, de s'en inspirer pour évoluer dans le bon sens et avoir un ROI vraiment tangible. Euh, du coup, sur le marché américain, bah, ces Américains sont toujours un peu plus en avance, hein, on va pas se leurrer, et on a trouvé des solutions vraiment intéressantes. Et du coup, on a décidé, à la suite de Quadriptyque, de créer Smart Tribune, qui est au final une suite d'applications pour faciliter le dialogue entre le client et enfin entre l'annonceur et ses clients finaux. Et ça va passer par une multitude de modules qu'on va mettre en place chez le client. Et ces multitudes de modules, ça peut passer par concrètement des modules type un peu plus support, parce que au final, si on décompose un peu le feedback, ça va être des questions, des problématiques clients. Donc ça, c'est plus une optique support. Et de l'autre côté, on va avoir plus de l'engagement et des avis, des éloges ou encore des idées pour améliorer l'entreprise, le produit, etc. Du coup, on a vraiment ces deux types de feedback que nous, on traite différemment. Du coup, il y en a un qu'on va traiter plus en mode support sur des, des espaces self-service pour trouver une réponse, par exemple. On voit beaucoup maintenant de FAQ intelligentes, de forums d'entraide. Ça va être ces modules-là en fait qu'on va essayer d'imbriquer sur le site client. On va également pouvoir récupérer les flux des réseaux sociaux. Donc par exemple, si on pouvait gérer tous ces contacts par mail, Facebook, Twitter, mais aussi pourquoi pas des forums un peu problématiques comme UFC que choisir, euh, ou encore les arnaques, ces choses-là. Si on arrive à tout greffer au sein d'un même back-office pour avoir une connaissance du client qui est plus globale, au final, il y a plus d'efficacité. Et après, on a d'autres modules justement sur la partie plus idées, innovation, qui vont être des forums de co-création, des modules de feedback pour recueillir les idées, etc. Et ça, c'est
des produits qu'on met en avant justement dans le secteur bancaire, dans le secteur de la distribution, toutes ces choses-là. Ah, D'accord. j'ai été un peu vite, j'ai été un Ouais, peu... on va revenir sur certains éléments, t'inquiète pas. Euh, donc en fait, Smart Tribune, tu l'as créé également avec tes anciens deux associés de Quadriptyque, c'est ça? Exactement, ouais. On a créé une première boîte ensemble et on a créé Smart Tribune ensuite. Donc, et quelle est la répartition des tâches au sein de Smart Tribune entre vous? Qui fait quoi? Comment? Alors, on a Sami Lasman qui est en fait le directeur technique, qui est lui plus un profil technique, qui était chef de projet technique aussi chez Commerce Guy, qui gère la suite Drupal Commerce. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Si, si. On a entendu parler un peu de cette Ouais. star qui monte plutôt bien. Donc, il travaillait là-bas et ensuite, donc c'est lui qui a pris le lead sur toute la partie technique. Il gère aussi, enfin, il travaille avec Nelson Mulfo et Loïc UV justement dans la partie technique, ils sont trois. Mhm. Il y a également Jérémy Galmar qui est le gérant de la boîte et qui s'occupe lui de la partie un peu stratégique, de toute la communication et le marketing. D'accord. Et Et moi, je m'occupe finalement de la partie commerciale. C'est moi qui m'occupe d'aller chercher des nouveaux clients et surtout d'entretenir les existants. ok. Et donc maintenant, vous êtes à 100% sur Smart Tribune ou vous continuez Quadriptyque à côté? Alors, on fait encore quelques petites prestations sur Quadriptyque. Forcément, on a encore quelques clients chez Quadriptyque qui nous demandent un petit peu de temps. Après, le but, c'est au final de pouvoir s'en débarrasser, dans le sens où faire de l'agence, c'est ce qu'on sait faire de mieux, entre guillemets, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire à long terme. Et le but, vraiment, c'est que Smart Tribune soit suffisamment forte pour être qu'on soit à 100% dessus. Mais bon, aujourd'hui, notre travail représente à peu près 10-15% sur Quadriptyque, donc ce qui est pas énorme. C'est pas énorme. On va dire les fins de mois. Donc, tu nous as expliqué tout à l'heure que l'idée de Smart Tribune, ça vous est venu finalement d'un réel besoin de vos clients. C'est ça. Et du coup, Smart Tribune, vous l'avez lancé il y a combien de temps? Smart Tribune a été créé en 26 août 2011, donc ça fait à peu près 2 ans et demi. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 2 ans et demi, et presque trois. Et en fait, on a eu plus d'un an de réflexion et surtout de développement sur la solution. En fait, on a créé euh, une solution très très importante dans le sens au niveau technique. On s'était beaucoup creusé la tête puisque au final l'outil aujourd'hui est une suite d'applications, donc regroupe énormément d'applis, et tout ça, comme tu peux t'en douter, ça met du temps à être développé. On a mis plus d'un an à sortir une version bêta euh, qui a pu être testée sur des sites comme Minutebuzz, comme beaucoup de startups et beaucoup de PME ont utilisé la solution au départ. Elle était ouverte à tous et en plus gratuite. Euh, du coup, on a pu tester un peu le modèle. On a surtout testé différentes cibles, ce qui était important pour réellement connaître sa cible, puisque au début, on établit des cibles qui sont un peu mouvantes, entre guillemets, dans le sens où pour nous, tout le monde avait besoin de cette solution. Tous les gens qui ont un service, qui ont un produit sur Internet, avaient besoin de capter du feedback. Cependant, il y en a qui en ont plus besoin que d'autres. Donc le but de cette bêta, c'était vraiment de tester un petit peu ces différents clients pour s'orienter vers une cible bien précise. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'utilisation de Smart Tribune? Mhm. En ce moment, on a une cible un peu plus grand compte, puisque nos solutions ont un peu évolué. On était sur une bêta, comme je t'ai dit, un peu PME, moyen compte, et puis on s'est rapidement rendu compte que ceux qui avaient besoin de notre solution, qui avaient les capacités au final de s'en occuper, de vraiment enfin, l'utiliser de manière efficace, c'était tout le secteur de la distribution, du retail, et surtout banque et assurance sur lesquels on prospecte beaucoup maintenant. Et grosso modo, comment ça peut se matérialiser? Par exemple, avec AXA, qui est un de nos clients depuis un an maintenant, euh, on a mis une plateforme de co-création sur l'espace client AXA Bank. C'est-à-dire que si par exemple tu avais un compte AXA Bank, euh, enfin, je ne vais pas te demander chez qui tu es, hein, et, mais en fait, dans ton espace client, là où tu consultes tes comptes, il y aurait une bannière, il y a une bannière en fait qui te demande de manière événementielle, on l'ouvre pas toute l'année,
On l'ouvre un mois sur deux, un mois sur trois. Et sur une thématique précise, AXA va te demander ton avis et va te proposer de les aider à faire évoluer leur service. On va te proposer de cliquer sur la bannière, ça te redirige directement vers Smart Tribune. Et Smart Tribune, c'est le forum de co-création AXA. Et AXA lance des nouvelles thématiques chaque mois. Par exemple, l'application mobile, par exemple, la carte Visa, quel visuel de carte bleue vous souhaitez pour vos cartes Visa. On va avoir aussi des, des dispositifs un peu plus jeu concours, un peu plus connaissance client sur qu'est-ce que vous pensez de tel type de compte, est-ce qu'il y a des problématiques dessus, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et le but, c'est de faire interagir le maximum de clients à soit voter, soit donner leurs avis, directement des commentaires, des votes, etc. Et à la fin du dispositif, au bout d'un mois, on va tirer des conclusions. Notre outil dégage des tendances en disant le top 5 des idées sur ça, ça va être ça. Le top 5 du mécontentement, ça va plutôt être ça par contre. Et le but, c'est de donner les métriques pour AXA pour savoir que cette nouvelle fonctionnalité, cette application ou quoi que ce soit, voilà le top 5 des idées, voilà le top 5 du mécontentement. Et derrière, on essaye de tirer des conclusions avec les internautes. Au bout d'un mois, on leur dit écoutez, on vous a bien écouté. Voilà ce qu'on en a tiré comme conclusion. On va le faire, on va pas le faire. Là, bon, ça c'est un peu plus de la com, bien sûr. Mais le but, c'est vraiment que AXA puisse prendre un maximum de données sur ses internautes. Et en plus, c'est des données quali, puisque ce sont uniquement des clients. C'est pas monsieur tout le monde qui donne son avis. Et derrière, ça évite à AXA de faire des études quantitatives, qualitatives sur son marché, sur des segments, etc. Enfin, on arrive à avoir suffisamment de feedback pour dire c'est vers ça qu'il faut se diriger ou vers ça. Voilà un des exemples concrets en termes de co-création. D'accord. Est-ce que tu as peut-être d'autres exemples pour différents modules de Smart Tribune? Bien sûr, on a celui qui est un qui fonctionne pas mal en ce moment, on va dire. C'était pas vraiment la mode il y a quelques années, mais toi qui es dans le web depuis un bon moment, tu dois le savoir. Mais tout ce qui est FAQ, par exemple. D'accord. Ouais. Tout ce qui est FAQ, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, était un peu has-been. On se disait, oui, ça ne sert pas à grand-chose. On va mettre quelques questions. Ouais, et personne ne les lit jamais, de toute façon. Ouais, exactement ça. Et aujourd'hui, on a plein de méthodes en fait pour faire des FAQ efficaces et surtout, au final, elles deviennent efficaces quand elles te déchargent de ton service client. C'est-à-dire que sur des questions récurrentes, on sait bien que sur pas mal de questions, on a besoin de l'intervention d'une personne qui va chercher, qui va te donner l'information. Mais sur des questions récurrentes comme comment je me connecte au site, comment je regarde où est ma commande, par exemple. Sur le e-commerce, c'est 80% des questions sont où est ma commande. Et c'est bête à dire, mais au final, souvent, il y a juste un petit code à rentrer et on sait via le transporteur où se trouve le colis. Ça, c'est un petit peu, c'est la base, on a envie de dire. Mais les gens sont obligés de répondre, ça leur prend un temps fou. Parfois, ils mettent 1 ou 2 jours à répondre. Et de l'autre côté, l'utilisateur, il n'est pas content. Parce que ça fait 2 jours qu'il attend, il ne sait pas où est sa commande, alors qu'il a commandé la veille peut-être, mais qu'il abuse un petit peu parfois, mais il veut savoir. Du coup, nous, on va lui donner en fait un outil rapide à utiliser, par exemple sur toutes les pages du site, où il va avoir un petit bouton avec écrit j'ai une question, j'ai besoin d'aide ou quoi que ce soit. Et sur la même page, on va lui proposer, comme un moteur de recherche, de soumettre sa problématique. Nous, on va faire une recherche en temps réel sur sa question. On va lui proposer des questions existantes qui matchent de manière algorithmique puis sémantique. Et le but, c'est que sans l'intervention de personne, en un clic, sans changer de page, il trouve tout de suite sa réponse. Comme ça, il est satisfait, il peut continuer sa navigation et aller jusqu'à la transformation. Et ça évite surtout à la marque de dépenser du temps à répondre à ces questions un peu récurrentes. C'est sûr. Et du coup, là, on voit que les FAQ, au final, ont pas mal d'intérêt. Les FAQ améliorées, on va dire. Voilà, c'est ça. Des FAQ un peu intelligentes, dans le sens où elles évoluent au fil des mois, et puisqu'il y a énormément de requêtes qui, de temps en temps, tombent sans réponse. Et notre but à nous, c'est d'éduquer aussi nos clients en leur disant écoutez, voilà comment on peut l'améliorer. Chaque mois, on leur fait des reportings et ça leur permet d'améliorer leur base de connaissances tout simplement. Et on peut même aller plus loin, puisque ça, c'est un espace self-service type un peu statique, puisque c'est de la FAQ. Mais le but,
C'est la manière de certaines entreprises dans les telcos, par exemple. On peut le voir avec Wix, Shred, euh, enfin BNU, etc. Ils ont beaucoup de forums d'entraide, par exemple. Mhm. Et ça commence à arriver également dans le bricolage avec Leroy Merlin, avec C'est à vous, de Casino dans la distrib, dans certaines banques aussi avec Société Générale, ING. Nous, on le fait maintenant avec le Crédit Mutuel et AXA. Mais au final, ça devient une réelle tendance dans le sens où c'est bien de chercher dans une base statique puisqu'on peut trouver rapidement sa réponse, mais c'est bien aussi d'impliquer toute sa communauté, entre guillemets, dans le processus de réponse et d'avoir surtout une base de connaissances qui soit orientée utilisateur. Dans le sens où, comme je te disais, une FAQ est souvent corporate et souvent pas forcément la plus agréable à lire. Et bon, on n'a pas de temps là-dessus. S'il faut chercher, si, enfin, il y a des choses qui commencent à devenir un peu agaçantes. Et ce qui peut être plus intéressant encore, c'est comme à la méthode des forums. Lorsqu'on tape son problème dans Google, par exemple, on tombe sur du comment ça marche, sur pas mal de forums comme celui-ci. Et au final, on arrive vraiment à s'identifier à ces problèmes et on peut résoudre le nôtre facilement grâce à ça. Et le but de ces forums d'entraide, c'est exactement d'aller dans cet objectif-là, dans le sens où lorsque je vais taper ma question, je vais trouver des questions récurrentes et des questions qui sont posées par des utilisateurs comme moi. Je vais pouvoir répondre à ma question aussi et je vais même pouvoir donner mon avis en disant bah oui, moi aussi ça m'est arrivé comme ça, comme ça. C'est une manière pour l'internaute de déjà trouver des réponses, Mhm. de s'impliquer auprès de la marque et c'est surtout une possibilité pour l'entreprise de capitaliser sur toutes ces réponses, dans le sens où c'est un espace qu'elle va maîtriser, à la différence des réseaux sociaux, par exemple. Il Ouais. y en a beaucoup qui me disent, oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses des réseaux sociaux et du support, justement? Est-ce que tu crois que on doit faire comme tout le monde et continuer, ou est-ce qu'on doit laisser un petit peu tomber au fur et à mesure? Et il y a pas de réelle bonne réponse, je pense. Il faut toujours avoir en tête que le client ira s'exprimer sur le canal qu'il privilégiera, dans le sens où Mhm. il se sentira le mieux dessus. Avant, on était sur le téléphone, le courrier. Aujourd'hui, on est aussi sur le mail, qui monte plutôt en flèche. On a également les réseaux sociaux qui commencent à prendre une petite part de tout ça. Twitter, Et ouais, principalement. Twitter principalement. On en a un peu qui viennent en râler sur Facebook aussi. Mhm. Google Plus, ça n'a pas trop commencé. Ouais. On peut très bien imaginer que il y aura un peu de support aussi. Je pense qu'il ne faut pas forcément abandonner ces canaux ou quoi que ce soit. Ils ont leur utilité. C'est quand même de la com. Ensuite, pour des aspects un peu plus support ou quoi que ce soit, je pense que justement, si on arrivait à avoir des instruments, des applications qui te permettent de faire ça sur ton site, les gens n'iraient pas forcément sur les réseaux sociaux pour ça, parce que c'est pas Mhm. vraiment le lieu. Typiquement, de parler compte bancaire sur Facebook, je crois pas que ça te viendrait à l'idée et je Non, pense c'est que c'est sûr. un peu plus. Et aujourd'hui, c'est le comportement des internautes en plus à se dire à 75%, lorsqu'ils ont un problème, une question, une idée ou un retour à faire à la marque, à 75%, ils se rendent sur le site directement. Mhm. Du coup, si on leur donne les outils sur le site pour pouvoir communiquer facilement, on évite de, de leur mettre un peu la haine, justement, Mhm. pour qu'ils aillent derrière sur les réseaux Qu'ils aillent sociaux. ailleurs. Parce que le ton monte un tout petit peu quand on se Ouais. rend Mhm. sur Facebook en général. C'est ça. D'accord. Et, et donc, est-ce que tu peux nous parler du business model aussi? Alors, justement, là, je vous ai parlé du module de Ouais. co-création, du module de FAQ, et ensuite du module d'entraide, justement, qui est toutes ces Ok. formes d'entraide. Euh, Notre business model, il est simple. On a d'un côté une licence euh, avec une base de travail et un module derrière, type soit la FAQ, soit le forum d'entraide, soit les Mhm. deux. Mais au final, la licence va au final donner le droit d'utiliser l'outil sur ce périmètre fonctionnel. Euh, donc ça va être tant par an ou par mois en fonction du client. Et ensuite, une prestation de setup pour l'installation de la solution, dans le sens où, en général, on accompagne nos clients pour leur proposer de faire les maquettes graphiques, Mhm. de mettre en avant de telle manière la solution, de pouvoir la configurer aussi, de pouvoir créer les comptes employés, former les opérationnels en interne. Et ça va représenter un coût de setup. Du coup, le setup est payé la première année uniquement, et sur les autres années, on paye uniquement la licence. Ok. Voilà un petit peu le business model.
Ah, c'est intéressant. Alors, est-ce que tu peux nous dire combien vous êtes maintenant dans Smart Tribune à travailler sur tout ça? On est 7 aujourd'hui. Euh, on va être répartis en 3 développeurs en fait, avec Samy qui est à la direction technique, donc ça fait 3. Voilà, technique. On a Tom qui est au RP, Mhm. qui t'a eu des contacts. On a également Jérémy qui est à la stratégie, marketing, communication. Moi, je vais être au commercial avec Nina, qui vient d'arriver chez nous et qui est au final une commerciale qui travaille avec moi sur toute la partie prospection. D'accord. Ouais, ça fait bien ça. Alors, tu peux peut-être nous parler de vos projets? Et bien, en ce moment, on a pour projet de commencer en fait le travail sur la distribution principalement. On pense que aujourd'hui, les marques de la distribution ont tout intérêt à avoir une relation client de meilleure qualité, dans le sens où les services sont de plus en plus nombreux. On a la livraison à la maison, on a le drive, on a de plus en plus d'espace où on pourrait au final donner des retours à l'entreprise. Et surtout, on est un peu dépendant de ces groupes-là, dans le sens où aujourd'hui, on est un peu obligé d'aller chez Auchan, d'aller chez Monoprix. On n'a pas vraiment le choix au final. C'est un peu comme les banques entre guillemets, on est un peu lié à sa banque, c'est la loi, on doit en avoir une. Euh, et du coup, c'est un petit peu la même chose. Bon, bien sûr, je pourrais aller chercher chez le paysan ou dans la famille, mais bon, là sur Paris, tu vas me dire que c'est un petit peu plus compliqué. Et du coup, c'est ces boîtes-là qui ont vraiment intérêt à avoir une relation client de qualité, à privilégier l'interaction avec l'internaute. Et on pense qu'à l'image de Casino qui a sorti une plateforme qui s'appelle C'est à vous et Mhm. qui fonctionne pas mal du tout, on pense que la distribution a tout intérêt à avancer là-dedans. Donc, au final, là, on a pénétré un peu le secteur bancaire avec Crédit Mutuel, AXA, et on avance avec d'autres acteurs que je citerai bientôt. Et maintenant, on va s'attaquer à la distribution vraiment. Ça, c'est un peu les projets court terme. Ensuite, on essaye aussi de lever des fonds en ce moment. Donc, on est en train de commencer les premières recherches sur des fonds d'investissement et des cercles de business angel. Ok. Donc, ça va être un beau projet en soi. Mhm. Mm. Et ensuite, le but aussi, ça va être de faire des projets 360. Dans le sens où aujourd'hui, on arrive à travailler sur des problématiques précises, type des FAQ, des espaces d'entraide, des formes de co-création comme je t'ai parlé. Mais notre objectif à nous, c'est de pouvoir implémenter toutes nos solutions sur le même client pour avoir vraiment une vision un peu 360. Comme je te Ok. disais tout à l'heure, si je peux récupérer les mails, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui va être FAQ, entraide au sein des mêmes plateformes et que j'arrive à linker ça avec mon CRM, au final, j'aurai une connaissance client qui sera énorme sur le Mhm. digital en tout cas et qui sera complètement liée à mon CRM. Comme ça, que ce soit dans mes magasins physiques ou sur Internet, ben, je sais exactement que ce mec sur Internet, eh ben, il m'a parlé sur Facebook, il m'a fait une commande il y a 2 mois et du coup, je sais adapter mon discours et avoir quelque chose de cohérent. Et Mhm. ça fait partie de la vision un peu multicanal que tout le monde nous bassine avec depuis 2 3 ans, sauf que personne ne le fait réellement. Et Mhm. c'est un petit peu dommage parce que c'est possible, il y a plein de choses à faire, il faut s'en donner les moyens, c'est sûr, mais nous, c'est un projet un peu comme ça, 2 3 projets comme ça qu'on aimerait mener et qui sont dans le pipe. Donc pour l'instant, vous êtes principalement en France ou vous travaillez un peu à l'international aussi? On a quelques clients, on a quelques clients sur le marché anglais, on va avoir un client allemand aussi. Et on a 2 3 petites tribunes qui traînent, 2 3 petits modules. Mais ça, c'est plus à l'image de la bêta, en fait. C'est plus des petits produits qu'on avait au départ sur le Portugal et l'Espagne. Mais ça D'accord. reste, c'est pas, disons, c'est pas un axe de développement pour le moment. Aujourd'hui, on est très Frenchy, à vouloir enfin, montrer ce qu'on sait faire sur le marché français. Mhm. Ensuite, on ira à l'international, mais pas aujourd'hui. Peut-être avec la future levée de fonds. Voilà, exactement. Je pense que c'est des choses qui aident beaucoup et à tenter des choses, hein, c'est ça au final, mine Mhm. de rien. Ça sert à tenter des choses et que ce soit dans la com ou que ce soit dans la strat, je pense que ça aidera beaucoup à aller faire un tour. On commence à se renseigner justement parce qu'on pense que le marché US est certainement plus mature, Mhm. donc c'est peut-être plus intéressant d'aller là-bas.
Ensuite, on sait que les Allemands sont aussi réceptifs à ce genre d'application et ils en ont pas trop chez eux, donc on se pose encore la question. Hmm. À déterminer, donc. Exactement, à déterminer. Tu parles justement de lever des fonds à Paris, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème parisien pour tout ce qui est start-up? Je pense qu'il se développe plutôt bien dans le sens où nous, quand on a commencé à... Donc ça fait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi qu'on l'a créé. Il y a 3 ans, quand je faisais tous les Start in Paris, tous les événements enfin, qu'on a tous fait, les apéros entrepreneurs, etc., j'avais l'impression qu'il y avait une belle émulsion, mais c'était plus... On avait plus l'impression que c'était des bandes de potes. C'est marrant à dire, tout le monde se connaissait, tout le monde... Là aujourd'hui, je pense que ça a pris un peu plus d'ampleur, dans le sens où déjà quand je me rends à certaines soirées, ben, je connais plus grand monde. Du coup, je me dis que ça prend un peu d'ampleur. Il y a des beaux, il y a le comptoir maintenant. Il y a aussi comment ils s'appellent, euh, les mecs à côté de Bastille là, qui sont pas mal du tout The aussi. Family? The Family, voilà. On a été, ouais. Il commence à y avoir deux, trois organismes qui s'impliquent vraiment et ça devient vraiment intéressant, je pense, pour les entrepreneurs dans le sens où aujourd'hui, je pense on peut être bien plus guidé qu'il y a peut-être quelques années, tout simplement, où fallait peut-être se démerder, se sortir les doigts et demander aux gens, bah, aidez-moi sur ça, aidez-moi sur ça. Moi, je faisais beaucoup au contact, en fait. J'allais sur LinkedIn, je trouvais des mecs, ou sur les blogs, et j'allais voir les gars en disant, bah, écoutez, voilà, je travaille sur cette problématique, toi, tu es expert là-dedans, file-moi un coup de main, quoi. Donne-moi ton avis et on avance. En plus, on a une solution qui récupère les avis, donc ça allait de pair avec tout ça. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de types de familles ouais, qui sont vraiment proches de toi, qui t'aident dans ton business, qui t'orientent vers les bonnes personnes. Et je pense que ça peut aider des gens qui potentiellement soit entreprennent seuls, soit entreprennent avec des associés, mais sont encore jeunes dans le stade d'entrepreneur, quoi. Nous, on a un peu plus la main, entre guillemets, maintenant, avec 2 entreprises, 3 ans de, entre guillemets, maturité. Maintenant, on sait à peu près quoi faire, on sait on sait qui contacter, mais il y a 3 ans, on ne savait pas tout ça. Forcément, on a beaucoup grandi avec ce milieu entrepreneurial, mais aujourd'hui, je pense que l'écosystème parisien devient intéressant, vraiment intéressant. Je sais que sur Lille, ça bouge aussi. Lille et Nantes qui commencent à avoir il commence à avoir pas mal d'émulsions aussi. À force de rencontrer des entrepreneurs, j'en suis convaincu. Et je pense que c'est une belle tendance. Après, on reste dans une période économiquement qui est pas forcément la meilleure. Début 2014 n'est pas pour le moment très folichonne, comme on dit. Euh, et là-dessus, c'est pas forcément évident pour nos entrepreneurs. Par contre, je pense que le principal, c'est quand même d'y aller, de tester à tout prix. Il faut écouter un maximum de gens, c'est certain. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus de portes sur lesquelles on peut aller toquer, en fait. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est vraiment très bien pour les. Nous, on est sorti d'une promo de l'école il y a à peu près 4. Ça fait 4 ans maintenant. C'est ça, 3 ans, 4 ans, à 4 ans. Je pense que ceux qui sortent aujourd'hui ont bien plus de facilité et c'est bien mieux comme ça. Et c'est bien mieux comme ça parce qu'au final, c'est les startups qui feront qu'il y aura un avenir intéressant dans le digital et je pense que, enfin, on est tous convaincus au final. Que tu aurais par exemple soit des livres à conseiller à des jeunes entrepreneurs ou un conseil en particulier? Je réfléchis. Moi, j'en ai un sur lequel je vais refaire beaucoup, mais c'est plus vis-à-vis de mon poste. C'est comment vendre en B2B, qui m'a aidé pas mal à avoir les bases du. Moi, je suis ingénieur à la base et aujourd'hui, je suis commercial. Du coup, il y avait quelques petites bases à prendre là-dessus. Et oui, je pense que c'est ça au final. Le conseil que je peux donner au final aux gens qui entreprennent ou aux personnes qui souhaitent se lancer, euh, c'est d'arrêter de se prendre la tête à faire les outils les plus incroyables du monde qui résolvent toutes les problématiques et à la fois aucune, dans le sens où aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la vente et il faut vendre son produit avant tout. Et je pense que d'avoir des démos, d'avoir des applications qui sont abouties, c'est important, c'est certain. Cependant, c'est pas le plus important. Aujourd'hui, il faut que les gens ils arrêtent de croire que pour, sort- pour sortir un produit, pour sortir un business,
il faut avoir le meilleur produit du monde. Mm. Non, il faut avoir la vision, il faut aller le vendre, ce produit, et après on en tirera des enseignements. Et de toute manière, si on l'a vendu, en plus on pourra le terminer, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, c'est trop un problème, je pense. Et c'est peut-être relatif aux ingénieurs un peu C'est ça. plus, mais parce que les mecs qui sortent d'école de commerce savent vendre avant tout. Mm. Mais je pense surtout aux petits ingénieurs qui se lancent et qui ont plein de beaux projets, mais qui n'aboutissent malheureusement pas souvent. C'est que je pense qu'il faut aller vendre d'abord son produit. Il faut aller en C'est ça. parler à un maximum de monde, parce que c'est le nerf de la guerre, en final. Et, et C'est- nous, c'était une erreur qu'on a faite au départ. Mm. Quand je te disais qu'on a mis plus d'un an à faire une bêta, c'était une erreur. Mm. On aurait dû mettre 6 mois, aller le tester et refaire peut-être des choses, mais ça nous aurait permis de rentrer dans le marché plus tôt, en fait. Tout à fait. Mm. De toucher moins le pôle emploi au départ. Et C'est- aujourd'hui, tout le monde, on se paye et tout va bien. Mm. Et on grandit, donc c'est une très bonne nouvelle. Mais on aurait pu aller un peu plus vite que ça. c'est un peu un des gros thèmes dans l'entrepreneuriat français où, si tu veux, en France, on a énormément de très bons ingénieurs, mais qui sont très mauvais en marketing. Et du coup, justement, comme vous, ils passent 1 an, 2 ans à créer un super truc. Le problème, c'est que personne n'en veut au final, parce qu'ils l'ont pas Ouais. testé. Et c'est bête, parce que si ils utilisaient plus d'outils marketing dès le début, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Tu vois, aux États-Unis, les mecs, ils arrivent à lever 1 million de dollars sur une idée. Parce que le mec, il t'a vendu son idée, mais d'une façon incroyable. En France, bah, les ingénieurs, ils ont une super idée, mais ils savent pas te la vendre. Ils vont pas te la pitcher de façon appropriée. Ils sont, et c'est dommage. C'est dommage Mm. parce qu'on pourrait faire des trucs sûrement plus incroyables en France si on Ouais, avait de meilleurs marketeurs. ouais, c'est exactement ça. C'est vrai, hein. C'est vrai. Nous, on a toujours pensé avec le recul, justement, l'association parfaite, c'était une personne d'école de commerce, une personne d'école d'ingé, et il y en a un qui bosse sur la technique, qui est vraiment factuel, et l'autre qui lui dit non, 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 on va rajouter un petit peu de fantaisie et de paillettes là-dedans. Et c'est vrai au final, c'est vrai. On est convaincus aujourd'hui. Mais c'est pas toujours simple de trouver les bonnes personnes quand on se lance. Ah non, ouais, ouais. C'est vrai que c'est pas forcément simple. Pas simple. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes réseaux d'amis, de connaissances lorsqu'on vient d'une école de commerce ou lorsqu'on vient d'une école d'ingé. Hmm. C'est ça. Alors, dis-moi, pourquoi choisir Smart Tribune plutôt qu'une autre solution sur le marché? Et bien, il y a plein de raisons à tout ça. Pourquoi choisir Smart Tribune? Au final, on a quelques avantages qui sont bien spécifiques à notre équipe, dans le sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, on est ingénieur à la base. Nous, on a travaillé dans des agences de com, de web agency, justement. Du coup, on a beaucoup été amené à avoir les mains dans le cambouis. Nous, ce qu'on sait faire, c'est des applications, des fonctionnalités qui fonctionnent. Et surtout, on a souvent un- une problématique héroïste derrière. Du coup, nous, on fait en général beaucoup de dispositifs qui fonctionnent réellement. Ce qu'on veut, c'est pas forcément vendre notre module à tout prix. On sera certainement amené à le faire. Pour le moment, c'est pas encore le cas. Faut pas se leurrer. On sera certainement amené à le faire avec des gens qui veulent le faire à tout prix. Mais, euh, mais on réfléchit souvent avec le client quand même à les accompagner sur de quelle manière on va le faire pour que ça soit vraiment efficace et pour qu'on ait de l'interaction, pour que l'utilisateur de son côté voit l'efficacité de la solution et pour que ça amène surtout un bénéfice à la marque. Du coup, euh, nos avantages, j'ai envie de dire concurrentiels qui sont intéressants, c'est que on est arrivé après nos concurrents. Du coup, on a une solution qui techniquement est bien plus moderne entre guillemets dans le sens où on l'a fait avec les nouvelles technos. On l'a fait avec des technos très récentes. Donc là, on l'a fait de manière à avoir une techno complètement agile et flexible. Et ce qui se fait pas forcément dans le SaaS ni dans l'éditeur de logiciels, c'est qu'en général, on va devoir se plugger à la solution et c'est un petit peu démerde-toi, plug-toi à ma solution, t'as pas le choix. Nous, aujourd'hui, on a un positionnement inverse et c'est pour ça qu'on est un peu plus situé grand compte, c'est qu'on est suffisamment flexible et agile avec notre solution pour la tordre et faire en sorte qu'elle se plug complètement au client. Et du coup, la solution est totalement personnalisable là-dessus et ça, c'est une de nos grandes forces. Ensuite, euh, on est aussi un petit peu moins cher que nos concurrents, dans le sens où vu que notre techno est plus récente, elle est plus facile à déployer et du coup, elle en est sensiblement moins chère. Euh, Forcément, il y a moins de temps passé, tout simplement. Et surtout, ce qu'on promet à nos clients,
c'est qu'aujourd'hui, on fait des mises en prod très régulières sur des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles approches qu'on met en avant. Et tout ça, on en fait bénéficier nos clients au fur et à mesure. C'est-à-dire que le client arrive sur un petit périmètre, et ben nous, au fur et à mesure, on va le faire évoluer, et à la fin, il va avoir tout ça, il va dire, mais punaise, je ne savais pas, mais aujourd'hui, j'ai plein de fonctionnalités, etc. Et on lui dit, bah oui, mais ça fait 3 mois que tu t'es pas connecté avec ton back-office, tu peux pas savoir. Mais aujourd'hui, oui, tu peux rajouter des sondages, tu peux rajouter des lightbox sur ton site, tu peux configurer des scénarios pour que ça apparaisse au bon moment. Enfin, et au final, on est toujours en recherche d'innovation. C'est un peu dans notre essence, ça. Et c'est pour ça qu'il faut choisir Smart Tribune. C'est parce qu'on est flexible, totalement personnalisable, on colle à vos process, on s'intègre en une ligne de code et tout ça pour le plus grand bonheur de vos internautes. Voilà un petit peu pourquoi il faut travailler avec nous. D'ailleurs, puisqu'il faut travailler avec Smart Tribune, nous vous offrons la possibilité de tester Smart Tribune avec, pour les 20 premières personnes qui partageront cet article et la vidéo sur Twitter, pourront recevoir une offre Communities de chez Smart Tribune qui est donc, si je ne dis pas, un test d'1 mois à 99 €. C'est ça? Même de 2 mois, je pense. De 2 mois, d'accord, encore mieux. Ce sera mieux pour tester au final. Donc voilà, donc les 20 premières personnes qui partagent cette vidéo pourront tester ça. Je vous recontacterai évidemment sur Twitter pour vous dire comment tester Smart Tribune. Donc Christopher, merci d'avoir été avec nous pour cette interview et d'avoir partagé toutes ces infos sur Smart Tribune. Merci à toi, merci pour le temps que tu as passé avec moi. Je t'en prie. Et donc, allez tester Smart Tribune. À bientôt, Christopher. À bientôt.